Chers auditeurs et passionnés de l'étrange, bienvenue dans le podcast du Salon Fantôme. Je suis votre hôte, Sandy Lakdar, et c'est au coin d'un bon feu de cheminée que je vais vous parler d'histoires paranormales, surnaturelles ou encore de curiosités anciennes. À présent, installez-vous confortablement, oubliez la normalité et gardez l'esprit ouvert. Dans l'épisode du jour, nous explorons d'anciennes coutumes, parfois étranges, parfois dérangeantes, mais dont vous allez découvrir que certaines persistent encore aujourd'hui. Pour débuter ce voyage d'une autre époque, traversons la Manche pour se rendre en Angleterre au temps de la reine Victoria. Une période fascinante, mais marquée par de profondes inégalités. En quelques années, la population londonienne triple, notamment à cause d'une inflation galopante qui complique le quotidien des Anglais. Dans ce Londres surpeuplé, on estime à 30 000 le nombre de sans-abri errant dans les rues. Alors que Jack l'Éventreur sévit dans les ruelles sombres de Whitechapel, l'armée du salut, elle, tente de venir en aide aux plus démunis. C'est ainsi que naît ce qui sera appelé le cercueil à 4 sous. Pour 4 pennies, les sans-logis pouvaient dormir à l'abri. Mais à leur grande surprise, ce n'est pas un lit qui les attendait à leur arrivée. Non, ils étaient installés dans des boîtes en bois rectangulaires qui ressemblaient à s'y méprendre à des cercueils. Il existe encore des photos d'époque qui montrent ces dortoirs immenses où des couchages s'alignaient par dizaines dans un silence morbide. Et oui, pour 4 sous, vous pouviez dormir dans un faux cercueil. Et attention, cette commodité était en réalité un luxe pour l'époque. Car si on ne réussissait à amasser qu'un seul penny par jour, on pouvait accéder, contre ce symbolique penny, au même refuge que les cercueils à 4 sous, mais uniquement pour s'asseoir sur un banc. Et il était strictement interdit de s'endormir. Si vos yeux venaient à se fermer, les gardiens se chargeaient de vous réveiller immédiatement. Si l'on remonte encore un peu plus le fil du temps, c'est une autre pratique, dans un macabre étourdissant qui prenait place. Dès la fin du XVIIIe siècle, les sciences humaines, dont la médecine, l'anatomie et découvertes scientifiques, sont en pleine effervescence. L'engouement pour la recherche scientifique chez les médecins est tel qu'un nouveau métier va apparaître. Il s'agit des résurrectionnistes, aussi appelés les body snatchers, c'est-à-dire des voleurs de corps. À l'époque, les médecins ne peuvent pratiquer leurs recherches que sur des corps humains de prisonniers. Mais l'augmentation des écoles de médecine et des tests scientifiques sont telles que le nombre de cadavres est bien inférieur à la demande des médecins. Et c'est là que la plongée dans l'horreur va commencer. Car la loi n'est pas très claire à l'époque. Si détruire une tombe ou s'approprier les biens d'un défunt est interdit, le fait de voler le corps lui-même n'est pas un délit car légalement, il n'appartient à personne. C'est sur cette faille juridique que vont s'engouffrer les body snatchers et commencer à déterrer de nombreux défunts pour les revendre ensuite à la médecine. Ce commerce morbide se développe rapidement, plongeant les cimetières dans un climat de peur. La vie générale de la population est horrifiée par ces actes et les résurrectionnistes sont détestés par la foule. Les familles fortunées installent des grilles autour des tombes pour protéger leurs défunts, mais cela n'arrête pas les voleurs. Pire encore, la réponse des body snatchers va être sans équivoque. Puisque la demande est toujours aussi importante du côté de la médecine, il faut trouver des corps. Et c'est là que va être franchie une limite inimaginable par les body snatchers. Ils vont tuer pour fournir des cadavres frais. Les tristement célèbres Burke et Hare, 2 Écossais, assassinèrent 17 personnes pour vendre leurs corps au marché noir. Une horreur qui marqua profondément l'histoire du Royaume-Uni. Si Hare fut banni du royaume, Burke, quant à lui, a été pendu devant une foule de 25 000 personnes. Son corps fut ensuite publiquement disséqué
par le professeur Monroe au sein de l'université d'Édimbourg. Le nombre d'étudiants en médecine qui voulaient suivre la dissection a été tellement importante que la police dut être appelée en renfort. Son squelette fut ensuite placé dans le musée d'anatomie de l'école médicale d'Édimbourg, où il tient toujours place de nos jours. Si ce temps est aujourd'hui révolu en Angleterre, je vais à présent vous emmener en Thaïlande, où un scandale vient d'être récemment mis à jour. C'est en novembre 2024 que les autorités ont dû intervenir dans un temple bouddhiste où des méditations prenaient place entourés de cadavres. Ces corps étaient utilisés dans le cadre d'une pratique de méditation ancienne, consistant à contempler des cadavres à différents stades de décomposition. Cette méthode, enseignée aux moines et religieux, vise à méditer sur l'impermanence de la vie. Les autorités thaïlandaises ont ouvert une enquête pour vérifier si les familles des défunts avaient consenti à ces dons et pour s'assurer qu'aucun des cadavres n'avait été volé. En tout, ce sont 41 corps qui ont été retrouvés dans le temple. Cette méditation, connue sous le nom d'Asuba Kamatanana, est documentée depuis le XVIIIe siècle en Thaïlande et continue d'être pratiquée dans certains monastères. Et ce genre de pratique étrange n'est pas un cas isolé. Déplaçons-nous de quelques kilomètres et prenons la direction de la Chine. Là encore, déterrer des corps est une chose usuelle, mais cette fois, ce ne sont pas à des fins scientifiques. Non, c'est pour une raison qui se veut au contraire très spirituelle. Ce qui était autrefois un folklore ancestral censé apporter paix sur un défunt va se voir détourné au fil des siècles de manière insensée. En Chine, cette tradition se nomme Mingum, c'est-à-dire mariage fantôme, où vont être unies par le mariage 2 personnes décédées. Une coutume très ancienne puisqu'elle remonte à la dynastie Han, c'est-à-dire au IIe siècle après Jésus-Christ. Son origine prend ses racines sur la philosophie du yin et du yang, où le yin fusionne avec le yang pour atteindre l'harmonie. De cette réflexion, on a pensé que si une personne venait à décéder sans s'être mariée, elle pourrait se sentir seule dans l'au-delà. De cet ennui, leur fantôme pourrait venir hanter leur famille et leurs descendants. C'est ainsi qu'on a commencé à chercher des personnes défuntes du sexe opposé pour les déterrer, les marier à un autre défunt et les unir dans l'après-vie afin qu'ils puissent former une harmonie dans leur repos éternel. Or, il se trouve que dans certaines parties reculées de la Chine, cette pratique se veut encore très ancrée dans les mœurs en plein XXIe siècle. Quand on sait que le prix des cadavres peut se vendre plusieurs milliers d'euros, il est évident que de nombreuses tombes chinoises sont ainsi profanées de nos jours. Pire encore, en 2011, un homme originaire de l'Est de la Chine est allé plus loin, puisqu'il a tué une femme enceinte pour une famille qui cherchait une épouse pour leur fils décédé. Rattrapé par la police, l'homme a été condamné à mort. Si ces mariages fantômes semblent tout droit sortir d'un livre de science-fiction, saviez-vous qu'en France, il est en fait possible de se marier à un défunt? Et là, je ne parle pas d'une union entre 2 défunts, mais bien de mariage entre un vivant et un défunt. Et oui, cette loi a vu le jour en 1803. En fait, il s'agit d'un usage strictement pragmatique et mis en place pour protéger les veuves des soldats morts durant la guerre. Car malheureusement, plus d'une fois les femmes qui n'étaient pas encore mariées avec leurs compagnons envoyés sur le champ de bataille étaient enceintes. Étant donné que l'enfant n'aura pas eu la chance de connaître son père, il fallait trouver une solution pour qu'il puisse au moins porter son nom. C'est ainsi que le gouvernement français a donc mis en place ce mariage post-mortem pour permettre aux jeunes veuves
de s'unir légalement avec leur être cher mort pour la France. En 1959, cette loi s'est d'ailleurs étendue à tous les corps de métier et non plus uniquement pour les soldats. Ce choix a été motivé par la catastrophe de la rupture mortelle du barrage de Malpasset qui a coûté la vie à 423 personnes en 1959. Et puisque nous avons commencé cet épisode par l'Angleterre, c'est là-bas que nous allons le conclure pour cette fois-ci une bonne dose de folie made in UK. Si comme nous venons de l'entendre, le mariage avec les défunts sont généralement entourés d'une réelle tragédie, là-bas, ça se passe sans le moindre problème, ou presque, puisqu'en fait, ce ne sont plus des mariages, mais des divorces qui y sont ordonnés. Et oui, en l'espace de quelques années, déjà 2 divorces avec des fantômes ont été prononcés. Le premier s'est déroulé en 2018, où Amanda Teague a préféré rompre de son union avec Jack, un pirate décédé il y a plus de 300 ans. Le second divorce date de 2023, où cette fois, c'est une chanteuse qui a préféré mettre un terme à son mariage avec le fantôme d'un soldat dont elle aurait ressenti la présence en 2021. Ce mariage hors norme a été filmé et mis en scène par la chanteuse à travers un clip vidéo pour promouvoir son dernier single. Moins de 2 ans après leur rencontre, Brocard, l'artiste d'Oxfordshire, a préféré rompre son idylle fantomatique car son mari se voulait beaucoup trop autoritaire, possessif et même alcoolique. Je préfère ne pas commenter cette nouvelle situation qui se profile, mais il est évident que je n'en pense pas moins. Et sur ces bonnes paroles, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode tout aussi étrange du Salon Fantôme. Alors que notre feu de ce soir touche à sa fin, souvenez-vous que notre monde est empli de mystères. Derrière chaque porte fermée, chaque recoin sombre, se cache peut-être une histoire qui attend d'être racontée. Je suis Sandy Lagdar et vous avez écouté le podcast du Salon Fantôme. À très bientôt pour de nouvelles histoires.